Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Je suis Richard Michaud, j'ai 30 ans et je suis Top Voice Finance sur LinkedIn. Dans Inside Banking, le podcast, je te partage ma passion pour le secteur financier et je donne la parole à des acteurs de la finance au parcours inspirant qui portent des valeurs fortes et vont t'apporter des éclairages sur les grands enjeux du secteur. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi sur tes plateformes d'écoute préférées. Si tu aimes le podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles et partage cet épisode à au moins 3 de tes contacts. Sur ce, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bonjour Nicolas, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans Inside Banking, le podcast. Ça fait un moment que je te suis sur LinkedIn et on n'avait jamais parlé de vive voix, il faut le dire aux auditeurs en toute transparence, donc c'est la première fois, donc c'est vraiment l'occasion. Ça va vraiment être une discussion entre nous, comme si personne nous écoutait. Je suis content de te recevoir parce que, donc je te dis, je suis ton contenu autour du monde des paiements et des fintechs et on va en parler dans cet épisode depuis un petit moment. C'est un sujet, je pense, qui est important sur lequel je voulais faire de la pédagogie. On entend parler beaucoup de fintech, de paiement, mais c'est des univers qui sont assez compliqués, assez obscurs quand on n'est pas dedans et sur lesquels je pense que c'est important de faire un petit peu de pédagogie et d'expliciter parce que c'est au cœur de, notamment le paiement, c'est au cœur des usages et de la vie finalement de tout un chacun. Et c'est important, je pense, de comprendre les principaux mécanismes, les principaux acteurs qui sont derrière tout ça. Tu vas aussi nous présenter ton parcours qui est assez riche dans cet univers-là. Et pendant notre échange, on va aussi parler de la société Rolling Fund, auquel tu fais partie. Et tu vas nous expliquer un petit peu les services que vous proposez. Si ce programme te convient, Nicolas, je te propose tout de suite de te présenter aux auditeurs du podcast. Bonjour, merci pour l'invitation, Richard. C'est un réel plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. On en a parlé au préalable, donc c'est vraiment idéal comme contexte. Pour ma part, je suis Nicolas Pinto. Ça fait un peu plus de 8 ans que j'évolue dans l'univers de la fintech. Mon parcours m'a permis d'acquérir une expertise approfondie en fait dans plusieurs domaines, notamment les paiements, l'infrastructure bancaire et le financement B2B. Et depuis plusieurs années, j'ai la chance en fait d'être reconnu comme l'un des influenceurs fintech, on va dire les plus engagés, que ce soit sur LinkedIn et X, où mes sujets de prédilection, voilà, comme je l'ai dit au préalable, l'infrastructure bancaire, l'open banking, l'open finance, tous les sujets de finance intégrée qu'on appelle l'embedded finance, et bien sûr tout ce qui est, on va dire, en lien avec les paiements et le crédit. Et cette expertise m'a valu d'être distingué comme LinkedIn Top Voice, mais aussi d'intégrer le classement des 30 influenceurs marketing dans la fintech, notamment les plus influents dans le monde depuis maintenant 2 ans. Car au-delà de ma passion pour la fintech, mon cœur de métier reste le marketing et la croissance des entreprises. Très bien, félicitations déjà, ça c'est impressionnant. Qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers-là? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours académique et des premières expériences professionnelles que tu as eues avant d'arriver là-dedans? J'ai suivi un cursus en école de commerce où j'ai obtenu notamment un MBA en marketing international. Et en fait, cette formation m'a permis en fait d'explorer différents horizons. J'ai eu la chance notamment de faire une année à Luxembourg, où j'ai travaillé à la fois dans la chasse de tête à l'international, mais aussi dans des projets e-commerce. Ce fut une expérience riche qui en fait m'a offert une vision diversifiée en fait du business et m'a poussé en fait à m'intéresser à plusieurs sujets en parallèle. Par la suite, j'ai eu cette chance en fait d'arriver sur Paris avec l'opportunité d'intégrer un cabinet de conseil spécialisé dans les paiements. Je suis un peu rentré par la petite porte, c'est ce que je dis souvent, qui est une société qui s'appelait Adenco, qui a été rachetée par Galit, qui est aujourd'hui sûrement le plus grand cabinet de conseil en paiement sur la place parisienne. C'est là où j'ai véritablement plongé dans l'univers des paiements, un domaine aussi vaste que complexe, où chaque continent a aussi ses propres spécificités. Et en fait, j'ai découvert plein de sujets chez Adenco, ce qu'on appelle la monétique, tout ce qui est en lien, on va dire, avec le fonctionnement des cartes de paiement, les mécanismes d'émission et d'acquisition, mais aussi l'essor des wallets comme Apple Pay, mais aussi les paiements européens avec tout l'univers du SEPA, avec le paiement instantané, les évolutions liées à l'identité digitale. On peut aussi parler des paiements internationaux, tout ce qui est lié, on va dire, au cross-border, le FX, avec des solutions comme Swift et l'impact des nouvelles technologies. Et puis, bien sûr, un autre sujet qu'on entend très souvent parler, qui est la blockchain et la crypto, avec leur montée en puissance et leur implication sur le marché des paiements. Et c'est en fait aussi à cette époque-là que j'ai surtout, moi, en fait, assisté à un tournant réglementaire, on va dire, assez majeur, puisque j'ai travaillé dans ce cabinet-là au moment de la DSP2 et de l'open banking. Bon timing, très bon timing pour toi. C'est l'un des meilleurs timings en fait pour
bien comprendre, on va dire, le monde de la fintech, mais aussi comprendre, on va dire, le monde bancaire. Et en fait, cette directive oblige toujours les banques et les prestataires de paiement à ouvrir leurs données à des acteurs certifiés, qu'on peut appeler des TPP ou des tierces parties, pour faire beaucoup plus simple. Et en fait, ça a déjà marqué un changement profond, en fait, qui ouvre la voie, en fait, à de nouveaux services financiers, basés notamment sur les données bancaires et qui vont, en fait, accélérer l'essor du paiement instantané. À ce moment-là, chez ADN Co, on était vraiment à la pointe sur ces sujets-là et l'idée était de pouvoir former, conseiller, en fait, l'ensemble, en fait, des grandes banques françaises sur ces enjeux réglementaires et de cette transformation, en fait, qui arrive à ce moment-là. Un autre aspect passionnant, en fait, de mon travail que j'ai pu accomplir chez eux était vraiment de pouvoir, en fait, accompagner aussi certains des clients, en fait, du cabinet à obtenir leur agrément, en fait, d'établissement de paiement et de monnaie électronique. Et en fait, cette expérience-là m'a permis surtout, en fait, de comprendre en profondeur le fonctionnement des institutions financières, alors surtout des établissements de paiement et de monnaie électronique, les flux monétaires, les exigences en termes de protection des fonds, ainsi que les impératifs de sécurité et des systèmes informatiques. Donc ça a été dans un premier temps mon expérience côté conseil paiement, puisqu'en fait, par la suite, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière et de plonger pleinement en fait dans cet univers de la fintech. Le classique du consultant. Alors la chance que, attention, une expérience dans le conseil, je trouve que c'est très riche en termes d'apprentissage, notamment dans le domaine des services financiers. Je peux le confirmer. Ça permet aussi de bien comprendre conceptuellement, avec un peu aussi d'expérience réelle du terrain, de savoir réellement comment fonctionnent en fait certains services. Et après, tu te dis, quel est le meilleur moyen en fait pour en fait complètement avoir les mains en fait dans le moteur pour mieux comprendre en fait ces enjeux-là, c'est de venir directement travailler soit dans une banque ou soit dans une fintech. Moi, j'ai fait le choix d'une fintech où on va dire fin 2019, je rejoins une société qui s'appelait TacPay et qui deviendra plus tard Scalite. Scalite, c'est une fintech spécialisée dans le core banking de nouvelle génération. Pour l'expliquer brièvement, c'est une plateforme technologique essentielle à la création et à la gestion en fait d'institutions financières. Concrètement, c'est une solution qui te permet de gérer l'ensemble des opérations bancaires du quotidien, gestion des comptes, des paiements, octroi et suivi des prêts, traitement comptable, suivi des transactions financières, stockage, analyse des données clients, gestion des risques liés à la fraude, au crédit ou encore à la conformité. Et ce qui a marqué en fait un réel tournant pour cette société qui aujourd'hui s'appelle Scalite, c'est l'entrée en fait du fonds Longueur Capital qui vient en fait injecter 25 millions d'euros pour accélérer en fait la croissance de la société. Et moi en fait à ce moment-là, je suis en charge du marketing. Et ça donne un coup d'élan en fait énorme à l'entreprise puisqu'on fait tout un rebranding complet. On va transformer TacPay en Scalite avec toute la conduite du changement à réaliser en interne. On fait une refonte en fait de la stratégie go-to-market. On fait une expansion ciblée sur l'ensemble pratiquement de l'Europe et un grand nombre de pays en Afrique. Et puis on vient en fait affiner la proposition de valeur pour, on va dire, vraiment s'adresser aux bons profils qui vont vraiment utiliser notre solution. En fait, à ce moment-là, l'objectif était assez clair, c'est changer l'état d'esprit, structurer l'organisation et positionner en fait Scalite comme un acteur incontournable en fait du core banking de nouvelle génération. Cette transformation nous a vraiment permis de capter de nombreuses opportunités et d'accroître significativement notre part de marché, notamment en Europe et en Afrique. Et puis, l'année dernière, j'ai décidé de rejoindre une société qui s'appelle Rolling Funds, qui est une fintech, elle, qui est spécialisée dans tout ce qu'on appelle le Buy Now Pay Later pour les entreprises, donc du Buy Now Pay Later B2B. Alors, il y a plein d'autres termes, concepts qu'on pourrait associer au Buy Now Pay Later, du paiement différé, des délais de paiement, du financement B2B. Je pense que certains auditeurs vont sûrement connaître des acteurs comme Klarna ou Alma pour les particuliers. Rolling Funds, en fait, est un équivalent pour les professionnels. Nous, l'objectif est d'offrir en fait des solutions de paiement différé aux clients B2B, de distributeurs et vendeurs, que ce soit du matériel ou des services, en leur permettant en fait de payer à 30, 60, 90 ou 180 jours avec des options de financement en 3 fois ou 6 fois, souvent en fait directement associées à des factures d'achat. Et en fait, moi, dans mon rôle dans cette fintech-là, je suis surtout en charge en fait de tout le produit market fit, affiner la proposition de valeur et de gérer en fait les partenariats stratégiques pour accélérer la croissance de la société, pour pouvoir bien sûr capter un maximum de parts de marché. Très clair, Nicolas. Merci pour ce partage et une expérience très riche et assez inspirante. Alors, tu as commencé à parler de l'univers des fintech, justement, après ton expérience en conseil.
Est-ce qu'à ce stade, tu peux nous expliciter déjà qu'est-ce que ça veut dire une fintech et nous dresser un petit panorama de l'environnement fintech en France? Alors, fintech, tout simplement, c'est l'association de deux mots qui est complètement abrégé. Le premier, c'est fin pour financial et tech pour technologie. Donc, c'est vraiment l'association en fait de la compréhension du métier, on va dire bancaire et de la finance, auquel on va associer en fait toutes les nouvelles technologies qu'on va utiliser pour, on va dire, lancer une startup sur le marché. On va forcément utiliser des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, le cloud, le machine learning, la donnée, mais aussi la blockchain ou encore la crypto, parmi d'autres exemples, on va dire, existants. Voilà, l'idée, c'est vraiment de lancer des nouveaux acteurs qui essayent concrètement de transformer la manière de consommer les services financiers, mais aussi leur impact en fait dans le quotidien des consommateurs, on va dire des particuliers, mais aussi des entreprises. Concernant après le marché de la fintech, il est extrêmement large, comme est, j'ai envie de dire, le marché bancaire et des institutions financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va retrouver en fait des fintechs associés à un grand nombre de segments qu'on va aussi retrouver directement au sein d'une banque. On va retrouver des segments liés au paiement, liés au crédit, liés à tout ce qu'on appelle le wealth management, donc à la gestion de fortune, et bien sûr encore à l'assurance ou encore d'autres services, on va dire financiers, on va dire assez pertinents et dont les besoins en fait sont réels. La force en fait des acteurs de la fintech, c'est d'essayer en fait de transformer les services financiers existants qui ont été proposés par les acteurs traditionnels, notamment les banques, en essayant en fait de faire gagner, on va dire concrètement, plus d'argent ou de réduire en fait les coûts en fait aux consommateurs directs. C'est surtout ça en fait la force, on va dire première des acteurs de la fintech. Sur ce marché de la fintech, il est forcément très riche, surtout en France, puisqu'on est à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, le deuxième voire le troisième marché en termes de création de fintech, surtout en Europe. Et donc, ce qui permet aussi d'envisager très rapidement en fait une internationalisation, puisque assez souvent, quand on est une fintech, on commence tout de suite, on va dire, à se focaliser sur un marché précis, par exemple la France. Mais très rapidement, il y a des enjeux, on va dire, d'internationalisation et d'attaquer le marché européen en fonction, j'ai envie de dire, de l'attrait, de la culture, mais aussi de comment en fait le produit peut parfaitement répondre en fait aux besoins en fait d'autres consommateurs dans d'autres pays. Une question que j'avais là-dessus, c'est initialement, quand il y a eu il y a quelques années, un premier mouvement, on va dire, de fintech qui sont arrivés, elles ont été perçues comme une concurrence directe par rapport aux acteurs traditionnels de la banque, qui sont pas exactement des fintech, hein, on est un petit peu à l'opposé, c'est des gros mastodontes. Et d'ailleurs, c'est une chance. En France, on a des grands acteurs bancaires, des banques universelles, pas rien en France, mais dans une multitude de pays qui ont vraiment une force de frappe, même si on parle pas c'est pas le même niveau que les banques US, mais en tout cas en Europe, on est leader sur le marché, sur la partie bancaire. Aujourd'hui, je pense que la situation est un petit peu contrastée et on voit aussi qu'il y a pas, c'est à la fois une concurrence, mais ça peut être aussi sous forme de partenariat. Il y a un certain nombre de fintech qu'on peut être racheté par des acteurs. Comment tu vois les choses là-dessus? Est-ce que c'est des concurrents? Est-ce que c'est des partenaires? Est-ce que c'est des deux? C'est un peu des deux en fonction, j'ai envie de dire, de la nature de la fintech en question et de la relation qu'elle peut aussi avoir en fait avec les banques. Moi, c'est mon avis personnel après, mais je n'ai jamais considéré les fintech comme des concurrents en fait réels de la banque. Moi, je pense surtout qu'elles sont là pour, on va dire, challenger le fonctionnement en fait des services financiers en fait à l'heure actuelle. Et en fait, on s'est rendu compte que lors des dernières années, la plupart du temps, on voit beaucoup de fintech qui cherchent en fait à réaliser des partenariats avec les banques et à travailler ensemble pour en fait concevoir en fait des offres et des services qui sont pertinents pour les consommateurs du marché. La réalité, c'est que aujourd'hui, c'est pas les fintechs qui sont les acteurs les plus dangereux pour les banques. Alors après, ça dépend de qui on parle et je pense que par la suite, on parlera sûrement des sujets de paiement où je pourrais peut-être donner 2-3 exemples concrets où on voit une réelle cannibalisation de certains acteurs de la fintech. La réalité aujourd'hui, c'est que les acteurs qui font, on va dire, le plus peur, on va dire, aux acteurs de la banque, c'est surtout les big tech. On va parler forcément d'Amazon, de Google ou encore autres, qui sont eux des acteurs qui intègrent de plus en plus ces services financiers dans leur offre, on va dire, de base, de ce qu'ils savent le faire de mieux, et qui en fait empêchent les banques de pouvoir récupérer, ou plutôt qui entraînent chez les banques une certaine perte en fait en termes de part de marché sur certains de leurs produits. Et notamment côté paiement où les banques, on en parlera peut-être un peu après, mais a perdu un peu leur positionnement un peu fort sur ce marché-là, où on voit notamment les fintech, mais surtout les big tech qui ont pris une part, on va dire, en tout cas, prennent une part de plus en plus importante au fur et à mesure que les années passent. Quand on parle de marché bancaire, on parle souvent de réglementation. Alors, tu sais que dans l'environnement fintech, il y a une sous-partie qui sont les regtech qui adressent ce sujet-là. Est-ce que de ton point de vue, de ton expérience en fintech, la réglementation
C'est justement un levier qui peut permettre à certaines fintechs d'arriver sur le marché ou à l'inverse, est-ce que ça protège les acteurs traditionnels qui finalement, eux, ils ont la force de frappe, ils ont les équipes, ils ont les budgets pour gérer de la complexité réglementaire et ça représente un frein à l'accès au marché de nouvelles fintechs? Alors en fait, ça dépend où on se positionne. Est-ce qu'on est une banque ou est-ce qu'on est une fintech? C'est vrai qu'au préalable, j'ai parlé de la DSP2 et de l'open banking. Quand on est une banque et qu'on parle de DSP2, on comprend pas en fait pourquoi on doit fournir toutes ces données-là qu'on a pu en fait acquérir dans le temps sur nos consommateurs, enfin nos clients à nous. Et en fait, tout d'un coup, on doit les partager en fait à des fintechs qui, elles, vont s'en servir pour pouvoir en fait élaborer des services nouveaux. Donc c'est vrai que quand on se positionne côté banque, on se dit pourquoi on fait ça? Enfin, quel est l'intérêt? S'il y a enfin, pour eux, c'est une réelle concurrence en fait quand on parle de ces sujets-là. Après, quand on se met côté, on va dire, côté fintech, on voit que l'enjeu est complètement différent. C'est l'accessibilité, en fait, concrètement, à des données qui sont nécessaires pour concevoir, en fait, de nouvelles offres, de nouveaux produits. Et c'est surtout l'idée de pouvoir concevoir, en fait, des services financiers qui sont complètement innovants, chose que ne faisaient plus les banques, en fait, depuis quelques temps, ou qu'elles faisaient, mais ça mettait beaucoup de temps, en fait, à sortir de terre. Encore une fois, ça, je pense que c'est une question, en fait, de positionnement. Concrètement, dans quel camp on peut être. Quand je dis dans quel camp, c'est dans quel environnement on travaille. Maintenant, je pense aussi que c'est aussi une réelle opportunité pour les banques de pouvoir en fait essayer de penser différemment par rapport à ces obligations-là en fait qu'on leur impose et de pouvoir en fait concrètement soit revoir leur chaîne de valeur, comment elles se positionnent dessus, mais aussi comment en fait elles peuvent aussi aller récupérer aussi des informations, de la donnée auprès de ces fintechs-là, pour pouvoir elles aussi en fait concevoir des offres en fait pour en fait essayer d'attirer de nouveaux consommateurs qu'elles ne ciblaient pas forcément dans le passé. Donc encore une fois, ces réglementations-là, dans un premier temps, on a souvent tendance en effet à être contre parce qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment pour les banques où il y a eu une transformation de l'IT, de comment gérer le réglementaire, comment en fait appliquer aussi le standard pour que, on va dire, ces échanges de données soient, on va dire, opérationnels, mais surtout efficaces en termes de sécurité et de réglementation. Mais avec le temps, il y a aussi de réelles opportunités et c'est aussi à ces acteurs-là de pouvoir concrètement en tirer, on va dire, les bénéfices et s'assurer d'avoir un positionnement qui peut être pertinent sur le marché. Je te propose, c'est avant de parler vraiment de rentrer dans le cœur du sujet sur les paiements, c'est qu'on fasse la section Speed Question. Donc, le principe, il est extrêmement simple. La réalisation, on va voir comment tu t'en sors. Il faut un esprit de synthèse. Voilà. Donc, je vais te poser des questions brèves auxquelles il faut apporter une réponse brève. Ça peut être soit oui ou non, ou soit prendre position sur un sujet. Je vais faire de mon mieux pour que ça reste oui ou non, qu'au moins je puisse me mouiller un petit peu. Très bien. Alors, je te donne un joker si tu veux. Allez, c'est parti. Première question. Est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à un jeune diplômé de rejoindre une fintech ou une grande banque? Une fintech. Est-ce que tu investis personnellement dans les fintechs? Oui. Avoir fait payer le virement instantané pendant des années aux clients, au niveau des banques traditionnelles, est-ce que c'est un scandale? Oui. La démocratisation du paiement en Bitcoin, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu crois? Oui, mais ça va être difficile. Les GAFA, est-ce que c'est le futur des paiements? Tu as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. En partie, oui. Est-ce que l'IA va révolutionner le monde du paiement? Oui, mais aussi d'autres services financiers. Dernière question. Pour l'instant, tu n'as pas utilisé ton joker, c'est bien. Est-ce que l'euro numérique, donc le projet d'euro numérique de la Banque centrale, est-ce que d'après toi, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Joker, c'est contrasté. Ouais, j'aurais pas dû te dire que tu avais le droit au joker encore. Non, après, ça va dépendre de comment va être mis en place le projet. Et quand on connaît l'historique de l'Europe à initier des projets dans le monde des paiements, l'histoire ne leur a pas donné raison. Donc, à voir concrètement comment celui-ci va se passer. Très bien. Merci d'avoir joué le jeu. Peut-être on peut répondre sur quelques questions. Tu avais commencé à expliciter un peu les GAFA. Est-ce que tu veux développer ça dans la partie paiement? Dans la partie, sur la partie paiement, ce qu'on voit surtout, c'est comment les GAFA ont surtout amélioré l'expérience client. On l'a vu en tout cas avec Apple, où cette capacité, on va dire, à tokeniser la carte et à pouvoir en fait payer en son contact directement avec son téléphone, qui fait qu'on n'est plus dans l'obligation concrètement d'avoir sa carte sur soi pour pouvoir en fait réaliser des transactions. On le voit aussi avec Amazon qui a créé le One Click. Donc en fait, il y a un peu une perte concrètement des acteurs bancaires sur certains environnements, on va dire, de paiement, où en fait on voit des marques telles qu'Amazon et Apple prendre de la place et se revendiquer en fait comme des acteurs
comme tels, comme des acteurs de paiement, et qui en fait font reculer en fait les banques dans leur positionnement, mais aussi l'image qu'elles peuvent avoir sur le marché. On peut aussi faire le parallèle avec des grands acteurs, on va dire, de banques digitales comme Revolut ou N26, où en fait on voit de plus en plus ces cartes-là en fait réaliser en fait aussi les paiements, que ce soit en magasin ou en ligne. Donc on voit concrètement en fait une perte de vitesse de la part des acteurs bancaires, ce qui fait que on se pose certaines questions, notamment sur le positionnement de la banque, notamment dans sa chaîne de valeur sur le marché. Comment en effet elle doit travailler, que ce soit avec les fintechs ou avec les big tech, pour s'assurer en fait de ne pas perdre, on va dire, la bataille du paiement, qui peut, on va dire, devenir de plus en plus importante aujourd'hui, mais aussi dans les prochaines années. Tu as commencé à parler de chaîne de valeur du paiement. Justement, moi, j'avais une question pour les auditeurs qui sont un petit peu éloignés de ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça marche? C'est-à-dire, moi, je sors de chez moi, je vais payer ma baguette de pain chez un commerçant. Sur ma carte, je paye. Comment ça fonctionne? C'est qui les acteurs? D'où vont les flux? Concrètement, comment tout ça s'organise? Alors, ça s'organise en plusieurs étapes. Et surtout, on va se rendre compte qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui peuvent être impliqués en fait dans cette chaîne du paiement. Alors, cette chaîne du paiement là en question, on va l'appeler la monétique. Donc c'est tout ce qui est en lien en tout cas avec les cartes de paiement, pour faire très simple. Le point de départ en fait logique, c'est d'un paiement, c'est tu vas chez ton boulanger, tu vas vouloir payer par carte. Pour pouvoir en fait lancer ce processus là, je pense que déjà il doit y avoir un échange de biens ou de services contre un paiement. Ça c'est déjà la base de toute transaction. Parmi en fait les méthodes les plus modernes, on va trouver la puce ou encore le code PIN, le paiement sans contact ou encore la saisie de cartes en ligne. Le principe fondamental du paiement reste le même, ça va être de prouver que vous êtes bien le titulaire de la carte, puis prouver en fait que vous avez les fonds nécessaires pour effectuer la transaction. Donc là déjà dans un premier temps, les acteurs clés, c'est le commerçant et les entreprises qui vont proposer ces solutions de paiement. Dans une deuxième étape, ça va être vraiment de vérifier en fait le mode du paiement et de pouvoir en fait router l'information auprès de ce qu'on appelle l'acquéreur du commerçant. Qu'est-ce que c'est? En fait, à ce stade du processus, on va en fait réaliser la transaction sur un terminal ou un portail de paiement qui va en fait vérifier les informations de la carte et s'assurer que le moyen de paiement est valide et appartient bien en fait au client. Il s'agit là en fait de la première vérification qui intervient avant que toute demande de paiement ne soit envoyée à la banque du client pour autorisation et contrôle en fait de la disponibilité des fonds. Dans cette situation, tu vas en fait entrer ton code PIN. Si c'est valide, la demande de paiement va être envoyée en fait au réseau de cartes, donc Visa ou Mastercard, pour poursuivre en fait le processus. Et le terminal en fait de paiement va attendre une réponse. C'est la même chose en fait dans un système en ligne. Si on vous demande d'intégrer les informations, vous allez valider la transaction en cliquant sur un bouton dans votre app bancaire, par selfie ou par biométrie, par exemple. Là, les acteurs clés qui sont concernés, ça peut être du SumUp, du Square, du Stripe, du Adyen, par exemple. Une fois que ces acteurs-là, en fait, ont récupéré l'information, ils vont le router vers le réseau de cartes. Donc là, on va parler de Visa et Mastercard. Une chose qui est très importante concernant Visa et Mastercard, ils ne créent pas de carte. Ça, c'est le premier point sur lequel je veux absolument clarifier leur positionnement. Les gens pensent que si, parce qu'il y a marqué sur ma carte Visa Mastercard. Ce qui est marqué sur votre carte, en fait, c'est juste le réseau sur lequel, on va dire, les informations d'autorisation et de paiement passent. Donc, en effet, c'est pour ça qu'il y a le logo Visa ou le logo Mastercard ou d'autres logos comme le GUE des cartes bancaires en France. En fait, une fois que l'acquéreur du commerçant, donc les acteurs que j'ai stipulés avant, donc Stripe ou comme Adyen, a effectué les premières vérifications, la demande d'autorisation va être transmise en fait au réseau de cartes indiqué sur la carte du client, donc Visa, Mastercard. Chaque réseau en fait est identifié par un numéro spécifique et est connecté en fait aux différents services, notamment de l'acquéreur du commerçant, ce qui permet en fait de router correctement en fait la transaction, qu'elle soit en magasin ou en ligne. En fait, le réseau de cartes utilise les 6 premiers chiffres de votre carte, ce qu'on appelle le BIN ou le Bank Identification Number, pour identifier votre banque, ce qu'on va appeler la banque émettrice, et s'assurer que la demande est bien envoyée à votre banque par la suite. Ce qui fait qu'en fait, on va passer dans une nouvelle étape où, à l'interface entre le réseau de paiement, donc Visa, Mastercard, et la banque émettrice, donc à savoir la banque en fait du client qui paye directement à la boulangerie, il y a potentiellement aussi ce qu'on appelle un processeur de paiement qui peut être impliqué. Le but du processeur du paiement, c'est de pouvoir économiser du temps et des efforts. Le processeur du paiement, lui, il va améliorer en fait l'expérience client en réalisant en fait des contrôles initiaux contre la fraude
et en assurant que l'autorisation en stand-in, lorsque les systèmes de la banque sont inaccessibles. Cela signifie que si la banque ne peut pas répondre en fait à la demande d'autorisation, le processeur de paiement peut intervenir et approuver ou rejeter la transaction à sa place. C'est comme si en fait tu avais deux systèmes, la banque émettrice et en gros ce processeur-là, qui détiennent les mêmes informations en fait sur le client. Et si par exemple la banque n'est pas dans la capacité de fournir l'information, le processeur lui peut avoir l'opportunité de donner l'information en son nom. Si aucune alerte est détectée à ce stade, la demande d'autorisation est transmise en fait à la banque du client qui prendra la décision finale. Là, on rencontre de nouveaux acteurs. Ça va être des GPS, ça va être des Marqeta, ça peut être des Galileo ou encore des acteurs comme Visa et Mastercard qui ont des filiales en fait spécialisées dans le processing, qui vont être utilisées par les banques émettrices. Une fois qu'on arrive en effet au niveau du processeur, on va enfin arriver à la banque en fait du client. Seulement là, et on est encore en phase d'autorisation, de savoir si oui ou non le client peut payer ou non. C'est ce qu'on appelle une décision d'autorisation au sein du Core Banking System, chose que j'ai parlé au préalable, notamment dû à mon expérience chez Scalit. Lui, en fait, le Core Banking System de la banque en question, donc de la banque du client, lui va gérer les comptes et les soldes. Il va être responsable en fait du traitement de l'autorisation, et si la transaction il est validée, il va bloquer immédiatement en fait les fonds nécessaires. Avant de prendre en fait une décision, le core banking lui en fait va effectuer plusieurs vérifications de conformité, le statut du compte, le solde disponible, la vérification du commerçant en question et bien sûr le montant. Si toutes ces vérifications sont positives, la banque en fait autorise la transaction en générant en fait un code d'autorisation qui est envoyé en fait au terminal du commerçant directement. Ce code s'affiche souvent sur l'écran du terminal et en fait est imprimé aussi sur le ticket de transaction. Le commerçant en fait peut les conserver comme preuve en fait d'autorisation. Dans ces acteurs en fait du core banking qui aident en effet à donner l'autorisation, on va retrouver des acteurs comme Mambu, Thought-Machine, Temenos, Finacle ou encore Scale. Une fois qu'on en est là, en fait, l'information qui est passée du client au commerçant, du commerçant à l'acquéreur, de l'acquéreur au réseau de cartes, du réseau de cartes au processeur jusqu'à la banque émettrice en fait du client, l'information va faire le chemin contraire. C'est-à-dire que le Core Banking System va envoyer l'information au processeur avec le code de réponse. Le processeur de paiement va transmettre la décision au réseau de cartes. Le réseau de cartes transmet la décision à l'acquéreur du commerçant. Et en fait, on en arrive à l'étape où il y a le message d'autorisation sur le terminal en fait, du boulanger. La réponse d'autorisation en fait, est affichée sur le terminal. Si la transaction est acceptée, le terminal peut afficher un code d'autorisation ou simplement en disant que c'est approuvé. Si la transaction est refusée, le terminal affiche refusé ou échec, signalant en fait que la transaction n'a pas pu être effectuée. Si une transaction approuvée signifie que la banque du client a réservé en fait les fonds nécessaires et que le commerçant peut finaliser la vente. Ça, on parle juste d'autorisation pour le moment. On ne parle pas encore de fonds qui a été transmis. On passe maintenant derrière dans une étape qu'on appelle la présentation ou le règlement. En réalité, il faut plusieurs jours pour qu'un paiement soit totalement finalisé, c'est-à-dire que l'argent quitte le compte du client et soit déposé en fait sur le compte bancaire du boulanger. Et je t'arrête à ce moment-là parce que ça m'appelle une question. Moi, j'ai plusieurs banques. Je vais pas les citer ici, mais j'ai une banque traditionnelle et des banques en ligne et une néobanque. Et je vois que quand je paye sur ma banque traditionnelle, je vois pas tout de suite sur mon espace en ligne ce qui se passe, alors que sur ma néobanque, je vois immédiatement. Ça, on est d'accord que les fonds, ils n'ont pas transité en réalité, mais j'arrive à le voir. Je sais pas pourquoi, du coup, peut-être tu le sais. Alors, dans les deux cas, les fonds ne sont toujours pas transmis. La seule différence, c'est que, alors maintenant, aujourd'hui, les banques traditionnelles arrivent petit à petit à le faire aussi. Donc, des acteurs comme Revolut ou N26, quand on réalise une transaction, on reçoit automatiquement une notification. Ce qu'a fait, en fait, ces acteurs-là, c'est qu'ils ont branché, en fait, par exemple, une API technologique sur leur core banking system pour pouvoir récupérer, en fait, les demandes d'autorisation en temps réel et de pouvoir, en fait, les afficher directement, en fait, dans l'application bancaire. Ça reste juste, en fait, des notifications, ce que moi j'appelle de la communication, vous informant en fait concrètement que vous avez réalisé cette transaction. Dans la réalité, c'est pas ça qui se passe derrière. Puisque si je rebondis sur la suite des choses, notamment ce qu'on appelle les phases de présentation et de règlement, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la présentation ou le presentment en anglais, un horaire défini, le prestataire en fait d'acquisition du commerçant, donc du boulanger, est programmé pour envoyer en fait la liste des transactions autorisé
au réseau de cartes qui correspond. Le réseau de paiement, lui, va regrouper alors toutes ces transactions en fonction des banques émettrices des clients concernés et génère en fait un fichier de présentation pour chaque banque. Ce fichier de présentation contient en fait toutes les informations de transaction et envoyé en fait à la banque émettrice du client concerné. En fait, la banque récupère alors les montants dus sur les comptes des clients selon les transactions listées dans ce fichier et prépare en fait un paiement groupé, une somme consolidée en fait de toutes les transactions qui ont été traitées, qui vont ensuite envoyer au réseau de paiement. Et pendant ce processus-là, en fait, la banque effectue également un rapprochement des transactions pour s'assurer que les montants demandés correspondent bien aux autorisations accordées aux différentes transactions enregistrées dans son core banking. Donc, c'est là où on fait la réconciliation. Et puis, en fait, par la suite, on arrive dans la phase de règlement, le settlement. Une fois que la conciliation est terminée avec le fichier de présentation, la banque, en fait, du client effectue un paiement groupé vers le compte, en fait, du réseau de cartes, donc Visa, Mastercard. Ce réseau, lui, reçoit ces paiements groupés provenant, en fait, des différentes banques émettrices, selon les fichiers de présentation qu'il avait envoyés. Le réseau de cartes, en fait, calcule alors les montants à verser à chaque banque du commerçant en fonction des transactions initialement envoyées par les acquéreurs marchands. Et une fois que ce calcul est effectué, le réseau en fait de cartes envoie les fonds aux banques des commerçants sous la forme d'un montant agrégé correspondant en fait à toutes les transactions traitées. Et donc en fait, la banque du commerçant crédite directement en fait son compte, ce qui finalise en soi la transaction. Et en moyenne, il faut compter 2 jours après une transaction initiale, sauf en cas de litige ou d'erreur. Et là, le processus est complètement terminé. Maintenant, si on va beaucoup plus loin, parce que tous ces acteurs-là ne travaillent pas gratuitement, hein. Les acquéreurs, les processeurs, le réseau de cartes, même la banque émettrice du client qui paye chez le boulanger, elle ne travaille pas gratuitement. Qui paye quoi? Où sont les frais? En fait, la réalité, c'est que moi, je prends toujours l'exemple de on va chez Carrefour, on paye 100 € de course. La réalité, c'est que Carrefour ne va jamais recevoir 100 €. Ils vont recevoir 97 € et 20 centimes, par exemple. Mais où sont passés en fait ces 2,80 € qui se baladent quelque part? Et ben en fait, pendant ce temps-là, c'est soit la banque en fait émettrice, le réseau de cartes, mais aussi les processeurs et acquéreurs en fait qui ont récupéré en fait leur part entre eux. Et donc il y a plein aussi de concepts et langages en fait à maîtriser dans la monétique, c'est que les processeurs et acquéreurs vont récupérer ce qu'on appelle le markup, qui sont en fait des frais négociables et qui sont, on va dire, contractualisés. Donc ça va être un pourcentage de la transaction ou un montant fixe par transaction, ou les deux, en fonction des modèles. Le réseau de cartes, lui, donc Visa et Mastercard vont récupérer ce qu'on appelle l'assessment. C'est pas du tout négociable. En fait, ils évoluent à la hausse ou à la baisse 2 fois par an. Et c'est un pourcentage du volume de transaction, un montant fixe par transaction ou un frais spécifique par rapport à comment fonctionne en fait le réseau de cartes en question. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle les banques émettrices, donc les banques en fait du client, qui elles vont toucher ce qu'on appelle l'interchange. Cet interchange en fait, il est fixé par les réseaux de cartes et ces frais en fait sont payés par le commerçant à la banque émettrice. Puis en fait, c'est la banque émettrice qui va partager ses frais directement au processeur acquéreur et au réseau de cartes. Et en fait, les frais d'interchange sont certes définis par les réseaux de cartes, mais ils varient en fait en fonction des informations partagées, puisque derrière, quand tu réalises une transaction, tu as différents niveaux d'informations que tu peux récupérer au sein de la banque. Ça peut être le type de carte, le réseau de cartes, le type de transaction, en présence ou non, ce qu'on appelle aussi le code de catégorie marchand, le MCC, mais aussi un niveau de données partagées. Aujourd'hui, sur une transaction, notamment monétique et de paiement, on peut aller très loin. On peut même identifier exactement le commerçant, où est-ce qu'il se situe, qu'est-ce qui a été acheté. On peut aller jusqu'à ce niveau de profondeur-là pour pouvoir remonter les informations. Et en fonction du niveau d'information, ce n'est pas du tout les mêmes frais en fait qui sont appliqués. Voilà aujourd'hui, en tout cas concrètement, comment fonctionne un paiement via une carte en Europe. Parce qu'après, il y a différentes choses sur différents continents. Ouais, merci Nicolas. Moi, pour être transparent, j'avais pas en tête tous les acteurs. Je connais certains, mais pas tous. Et je pense qu'on se rend pas compte de la complexité finalement qu'il y a derrière juste le fait de payer. Parce que maintenant, on a pris le réflexe. Donc, c'est très intéressant de voir comment ça se passe. Ça amène plusieurs questions. La première que j'avais là-dessus, je pense que ça amène un sujet de souveraineté parce qu'on voit que le rôle de Visa et Mastercard est très important. Or, c'est des acteurs internationaux américains en l'occurrence. Comment l'Europe, la France ou l'Europe se positionne là-dessus? Moi, j'ai vu qu'il y avait eu des initiatives, notamment Wero, qui est aujourd'hui lancée, mais où il y avait une ambition à la base très grande et finalement, ce qui a été délivré n'est pas exactement le plan initial. Voilà, comment tout ça se passe et est-ce qu'il y a une possibilité finalement demain pour l'Europe de devenir indépendante parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer si demain Visa Mastercard décide de couper ou d'imposer des conditions tarifaires très, très excessives. Comment ça fonctionnerait? Ça pourrait avoir des impacts très importants pour nous.
Alors déjà, premier élément, aujourd'hui, Visa et Mastercard ne peut pas appliquer des tarifs précis en Europe puisque tout est réglementé à l'échelle européenne et les taux sont déjà définis concrètement. Donc en fait, ils n'ont pas de marge de manœuvre en fait dans l'Union européenne pour être très transparent. Ils ont même aujourd'hui les continents et les pays ou les zones en fait économiques sont pas réglementés de la même manière à travers le monde pour des acteurs comme Visa et Mastercard. Concernant l'Union européenne, c'est réglementé, ils font pas ce qu'ils veulent. Maintenant, pour pouvoir répondre en fait à ta question liée à la souveraineté, c'est un enjeu. On entend parler depuis 20 ans concrètement en Europe. Il y a eu plein de projets. Il y a eu notamment un projet Monnaie, si j'ai bonne mémoire, dans les débuts des années 2010, qui a accouché une souris concrètement. Là maintenant, il y a le projet Wero, qui pour le coup est un projet beaucoup plus conséquent et mieux fondé, que ce soit en termes de philosophie et état d'esprit. Parce que alors pour présenter peut-être les choses d'une manière un peu différente, mais tu as différents types en fait d'acteurs du paiement dans le monde. On a parlé des réseaux de cartes, donc Visa, Mastercard, donc tout est appuyé en fait sur la carte en soi et dans son utilisation. Et tu as d'autres systèmes en fait de paiement à travers le monde. Et tu as ce qu'on appelle les systèmes de paiement privé, ce qu'on appelle du closed loop, où là on va parler d'acteurs comme WeChat ou Alipay par exemple en Chine, où en fait ce sont des wallets privés qui offrent en fait une transaction fluide et rapide et très économique. Mais l'idée c'est que cette transaction, elle est dans un environnement fermé. C'est deux utilisateurs qui utilisent en fait Alipay ou WeChat. Et puis en fait, après, tu as ce qu'on appelle les systèmes ouverts, de l'open loop, où en fait, souvent, ce sont des infrastructures publiques qui facilitent en fait les transactions sans en fait dépendre des réseaux privés, tels que Visa et Mastercard. Et nous, on en a un très important en fait en Europe qui s'appelle le SEPA, donc le Single European Payment Area. C'est un système en fait qui permet de réaliser en fait des virements bancaires entre toutes les banques européennes de manière simple et transparente, tout en fait en étant accessible à tous les acteurs du marché. Et en fait, Wero, au lieu de s'appuyer en fait sur un réseau lié à la carte, il s'appuie en fait sur cette infrastructure publique qui a été développée et qui fait que la proposition de valeur est complètement différente. Elle est, j'ai envie de dire, elle permet aussi de diversifier en fait l'utilisation des moyens de paiement et surtout, elle s'appuie en fait sur des préceptes qui sont complètement différents, puisque l'enjeu en fait de s'appuyer sur le SEPA, c'est de pouvoir en fait réaliser des transactions en temps réel. Donc de pouvoir en fait envoyer concrètement de l'argent, moi par exemple Nicolas à Richard, en quelques secondes et que nous deux on reçoit la notification en temps réel que moi j'ai bien effectué en effet mon virement et que toi tu as bien reçu les fonds. C'est ça en fait, on va dire la grande différence entre les acteurs comme Visa Mastercard et un acteur comme Wero. Aujourd'hui, un acteur comme Wero, il est encore à ses débuts concrètement. Mais ce qui est intéressant, c'est l'engagement en fait des banques européennes dans ce projet-là et dans l'idée en fait de pouvoir proposer en fait ce service-là à l'ensemble en fait des consommateurs et des particuliers sur le marché, afin de pouvoir en fait envoyer de l'argent très rapidement et de manière efficace, sans que ça soit, on va dire, un coût exorbitant, à la différence en fait des réseaux comme Visa et Mastercard. On voit finalement l'intérêt pour le client, c'est que ça va vite, mais ça peut aussi avoir de l'intérêt pour un commerçant de ne pas dépendre de réseaux, de payer des frais à ces réseaux. C'est là où ça aussi devient intéressant, c'est côté commerçant. En fait, il y a une accélération, ce que moi j'adore appeler le order to cash. L'idée en fait de pouvoir récupérer en fait l'argent tout de suite et de pas attendre 1 jour, 2 jours, certains 7 jours, voire même 20 jours en fonction des business models qu'on peut avoir et des enjeux en fait qu'on peut avoir. Donc en fait, ça a aussi un accélérateur en fait de trésorerie pour les commerçants qui est assez conséquent et qui font que derrière ils peuvent réinvestir, racheter de la marchandise, potentiellement recruter ou initier en fait d'autres projets, on va dire, très importants pour eux dans leur croissance. L'autre question que ça m'a inspiré, toute ta présentation, c'est le sujet de la fraude. Parce qu'on parle beaucoup de fraude au paiement, alors qui peut être multiforme. Il y a la fraude à la carte, il y a la fraude au chèque, extrêmement fraudée, peu utilisée, mais extrêmement fraudée. Il y a la fraude au virement. Et en plus, avec l'IA, on a parlé d'IA, le côté positif, mais il y a aussi maintenant les fraudeurs qui utilisent l'IA pour accélérer ou avoir des nouvelles méthodologies encore plus efficaces. Comment ça se passe la lutte contre la fraude là-dedans? On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs. À quel niveau il peut y avoir une fraude et quels sont les dispositifs mis en place pour lutter contre la fraude? Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Encore une fois, ça va dépendre sur quel système de paiement tu vas opérer. Aujourd'hui, sur un système de carte, l'enjeu est d'avant tout de savoir si la personne qui détient la carte est bien en fait le propriétaire en fait de cette carte. Et c'est là toute la complexité et qu'on voit aujourd'hui des enjeux réglementaires qui visent concrètement en fait à pouvoir de mieux en mieux en fait identifier le détenteur de cette carte.
D'où l'apparition en fait des enjeux de biométrie, de code PIN, où en fait l'idée est de démontrer si la personne qui paye est bien celle qui prétend être. Aujourd'hui, il y a déjà toute cette partie-là qui a été mise en place au moment du paiement, ce que j'ai envie de dire, où l'enjeu en fait est soit de confirmer le paiement directement dans son application bancaire, soit d'intégrer en fait un code PIN qu'on reçoit par exemple sur son téléphone, ou même de faire, on va dire, un scan biométrique pour s'assurer qu'en fait la personne en question correspond bien en fait au détenteur de la carte. Donc déjà, il y a ce premier travail qui est initié au moment de la transaction. Maintenant, quand la transaction est initiée, il y a aussi d'autres, on va dire tous les acteurs de la chaîne en fait appliquent concrètement des outils en fait de lutte contre la fraude, basés en fait souvent sur l'historique du client en question et du particulier. Si on se rend compte en fait que le client en question tous les samedis en fait il va chez Carrefour et qu'il fait ses courses, le paiement il a une certaine cohérence. Donc souvent on va dire l'impact de la fraude au moment de ce paiement-là est très faible parce qu'on voit une récurrence qui confirme en fait que c'est souvent cette personne-là en fait qui fait le paiement. Par contre, du moment où le client réalise en fait un paiement qui sort du standard, c'est là où en fait il y a toute une série d'actions qui est en train de se mettre en place pour savoir si oui ou non c'est bien le détenteur. Si par exemple il retire de l'argent à l'autre bout de la France ou qu'il part en fait en vacances, c'est souvent là où en fait on va vérifier toutes les informations que j'ai partagées au préalable, notamment sur tout le suivi en fait de la chaîne de valeur et notamment de la monétique. Donc on va bien s'assurer que c'est bien la personne en question. Est-ce qu'il a bien les fonds, qu'est-ce que lui permet en fait réellement de faire la carte. Donc c'est là où en fait on creuse beaucoup plus en termes de fraude et on va vérifier toutes les informations et on va notamment s'appuyer sur l'IA et le machine learning pour pouvoir déterminer si oui ou non c'est bien la personne qu'elle prétend être. Une autre question que tout ça m'a inspiré, est-ce que tu penses qu'on va aller vers la fin des cartes? On a parlé du paiement par carte traditionnel, l'objet de la carte. Aujourd'hui, on voit qu'il y a du Apple Pay, du Google Pay. Il y a de plus en plus de banques, y compris des banques traditionnelles ou filiales banques en ligne de banques traditionnelles qui proposent des offres sans carte physique. Est-ce que d'après toi, c'est l'avenir et qu'est-ce que ça change au-delà de ne pas avoir l'objet? Est-ce qu'il y a un intérêt je sais pas, économique pour les marchands, pour les clients? C'est une excellente question, c'est une question que j'entends depuis plus de 8 ans. C'est quand même un objet symbolique. Quoi. Voilà, on sort sa carte pour payer, c'est quelque chose. Quoi. Déjà, dans un premier temps, la carte ne disparaît pas quand on utilise des wallets comme Apple Pay ou Google. En fait, la carte est tokenisée. On n'utilise plus en fait l'outil physique qui est la carte. On utilise un téléphone qui, on va dire, fait office de carte. Donc en soi, ça ne change rien, on va dire, au modèle de la carte en soi. C'est juste un nouvel acteur qui est ajouté, on va dire, en bout de chaîne, qui facilite en fait les transactions des cartes de paiement. Déjà, quand on pense à ça, quand on utilise en effet tous les wallets existants, en fait, on ne fait que accélérer, j'ai envie de dire, l'utilisation en fait du paiement par carte. Et d'ailleurs, le paiement par carte a encore accru sur le marché français et a dépassé complètement le cash, l'utilisation du cash. Voilà. Et ça, c'est une croissance qu'on constate depuis 15 ans, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a plus de surprise. En fait, d'année en année, on utilise de plus en plus la carte et de moins en moins le cash. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour répondre à la question de est-ce que demain, la carte pourrait être remplacée? Peut-être. Mais j'ai appris une chose aussi dans les paiements, c'est que ça demande du temps, beaucoup de temps. Là, on parle de potentiellement 15-20 ans. Des acteurs comme Visa et Mastercard ne se laissent pas non plus faire sur le marché. Ils font aussi beaucoup de lobbying pour continuer en effet à exister. Et puis surtout, il faut surtout que le consommateur ait l'habitude d'utiliser un service. On parle beaucoup des acteurs comme Wero ou encore du paiement instantané. J'ai envie de dire qu'il faut encourager aussi l'utilisation de ce moyen de paiement-là pour demain, et quand je dis demain, on parle en années et plusieurs années, envisager à un moment donné que la carte ne soit plus, j'ai envie de dire, le moyen de paiement le plus utilisé par les consommateurs. Et à ce jour, ce n'est absolument pas le cas. Donc il faut travailler sur des moyens de paiement en fait différenciants et qui viennent, on va dire, diversifier, j'ai envie de dire, la part en fait des consommateurs dans leur manière en fait de payer au quotidien. C'est ça le plus important. Effectivement, je pense qu'il y a un aspect de technologie, mais il y a un aspect aussi de change management, de culture. Et quand on parle d'argent, c'est pas simple. Et ça prend beaucoup de temps. Ça demande du temps, c'est-à-dire qu'il faut démontrer que le service fonctionne, que les personnes peuvent avoir confiance en fait dans le service en question. Et quand c'est nouveau, et notamment quand c'est des services financiers, tu l'as très bien dit,
on a tendance à être un peu plus vigilant et à voir en effet comment le service, on va dire, évolue dans le temps avant de pouvoir réellement, on va dire, s'engager auprès de celui-ci. On le voit bien, hein, par exemple, il y a une des lois Macron qui portait sur la mobilité bancaire. C'est un petit peu plus large que le paiement, mais non, en gros, la mobilité bancaire est facile aujourd'hui. On peut même, quand on change de banque, on n'a pas besoin de changer tous les virements, etc. Pour autant, quasiment personne change de banque. Donc, voilà. Et il y a des banques qui proposent des bonus, des primes pour venir. Donc, d'un point de vue rationnel, il devrait y avoir plein de gens qui changent de banque parce qu'on nous paye pour venir et il n'y a rien à faire. Dans la réalité, c'est pas ça. Donc, on voit bien il y a d'autres facteurs quand on parle d'argent qui rentrent en compte. Très bien, Nicolas. Je rebondis sur les speed questions et ta présentation de la chaîne de valeur du paiement. On voit finalement que c'est un environnement très complexe avec beaucoup d'acteurs. Je te posais une question sur le Bitcoin. Est-ce que finalement, le Bitcoin, c'est pas une solution alternative à ça aussi, ou il n'y a plus tous ces acteurs, il n'y a plus toute cette complexité? Alors, en fait, le Bitcoin rejoint, en fait, j'ai envie de dire, le paiement instantané. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des moyens de paiement diversifiés qui ont vraiment pour but d'essayer, j'ai envie de dire, de challenger, en fait, les acteurs, on va dire, existants. Ce qui est intéressant, en fait, avec le Bitcoin, c'est que à la base, l'idée était de pouvoir transformer le Bitcoin comme un véritable outil de moyen de paiement. Sauf qu'en fait, avec le temps et notamment son utilisation, on voit qu'aujourd'hui, il sert de plus en plus, en effet, dans des idées d'investissement. Et d'ailleurs, ça a été l'un des grands regrets des premières grandes entreprises de la crypto, et je pense à Coinbase et notamment à un podcast que j'ai entendu de Brian Armstrong, qui pour lui, c'est l'un des plus grands regrets. Il aurait aimé, en fait, que la crypto soit utilisée plus comme un moyen de paiement et qui s'inscrit plus culturellement, en fait, dans le quotidien. Malheureusement, en fait, son utilisation démontre, en fait, un tout autre intérêt. Et aujourd'hui, la crypto, c'est surtout à des enjeux d'investissement, de placement, d'essayer concrètement d'investir une partie de son portefeuille, en effet, sur d'autres outils financiers ou instruments financiers qu'on ne veut peut-être plus trop utiliser. Je pense à des PEL ou même le livret A, dans l'idée plus, en effet, d'aller essayer de chercher concrètement beaucoup plus de rentabilité. Donc, en fait, il y a une volonté de départ et il y a la réalité aujourd'hui d'utilisation. Alors, bien sûr, il y a plein d'acteurs. Je pense à Lizzy en France qui essaye concrètement d'essayer d'évangéliser et de démontrer que la crypto peut être un outil de moyen de paiement. Là aussi, comme pour le paiement instantané, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il va falloir aussi démontrer, en fait, que les solutions sont fonctionnelles, que ça crée de la confiance. Parce que pour le coup, j'ai envie de dire que les outils de crypto créent très peu de confiance, notamment au vu de leur volatilité sur les marchés, à la différence par exemple d'un euro, d'un dollar, d'un yen. Donc là aussi, il y a aussi tout un travail en effet à effectuer pour pouvoir en fait commencer à travailler en fait sur cette évangélisation et avoir de plus en plus d'utilisateurs qui sont à l'aise en fait à pouvoir payer chez un commerçant en crypto. Effectivement, je pense qu'on n'y est pas encore. Ça prend du temps. L'avenir nous le dira. Si on parle d'avenir, justement, et même de présent, l'IA, d'après toi, qu'est-ce que ça va changer dans les paiements? On en parle partout, depuis les chats GPT, etc., l'IA générative. Concrètement, en termes de cas d'usage pour les paiements, qu'est-ce que toi, tu verrais de manière pragmatique? Ça va être surtout sur la fraude en soi. En fait, c'est l'un des enjeux premiers quand on parle à tous les processeurs, acquéreurs ou même Visa et Mastercard. Leur enjeu, c'est surtout comment en fait ils peuvent diminuer la fraude au maximum. Après, malheureusement, j'ai envie de dire le risque zéro n'existe pas. Là, on parle en effet d'essayer de diminuer, je sais pas moi, de passer de 2% de fraude à 1,80, 1,70. Et en fait, à un moment donné, on essaye en fait d'avoir des améliorations en fait de marge concrètement. Et c'est ça en fait l'intérêt d'utiliser l'IA, le cloud, le machine learning dans le cas en fait des paiements, c'est d'essayer en fait de maximiser et de s'assurer en fait qu'il y ait de moins en moins de fraude possible, que ce soit en fait par des habitudes, des utilisations en fait concrètes des différents outils qu'on peut avoir pour pouvoir régler. Et derrière, j'ai envie de surtout de dire, c'est par rapport surtout au système informatique existant et comment en fait on peut les améliorer pour s'assurer en fait que chaque transaction qui passe ne transperce pas les filets, en tout cas, de la lutte contre la fraude qu'essaient d'établir en fait tous ces acteurs-là. Donc c'est vraiment une amélioration à la marge qui est surtout effectuée côté IA. Ça, c'est surtout, j'ai envie de dire, l'investissement majeur côté acteur du paiement. Après, bien sûr, il y a d'autres solutions intéressantes. Je pense à l'utilisation de la voix pour pouvoir en effet effectuer des transactions. On a eu notamment plein d'outils qui ont été lancés sur les marchés, notamment par les big tech, pour pouvoir demander la météo, demander un avis ou sur le marché, mais c'est aussi un super outil pour pouvoir réaliser des transactions. Donc là aussi, ça permettrait en fait de faire matcher une voix par rapport à la transaction qu'on veut faire. Donc il y a plein d'idées en fait concrètes d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde des paiements, mais
Dans la réalité, j'ai envie de dire 70% de l'investissement qui est fait, c'est surtout pour lutter contre la fraude. Et d'autant que, ça c'est une question que je me posais, il y a une poussée vers instantanéité, c'est dur à dire, notamment avec le fait, on en a parlé brièvement, que les virements instantanés sont plus payants. Maintenant, tout le monde va le faire et de manière générale, tout le monde veut aller vite, y compris dans le paiement. Et est-ce que ça fait pas peser un risque de fraude accru justement? Parce que certaines transactions qui se faisaient en 2-3 jours aujourd'hui, elles vont se faire en quelques secondes. Est-ce que ça, c'est pas un facteur au contraire d'accroissement de la fraude? Je pense que ça demande aussi peut-être une introduction par rapport à ce sujet-là, parce que encore une fois, on est sur un système de paiement qui est complètement différent. Là, on va parler du paiement instantané. C'est complètement différent de la monétique et notamment de la manière en fait de comment est orchestrée la fraude ou comment la fraude est gérée en fait sur ce système-là. Déjà, peut-être pour revenir sur certains points, le paiement instantané, c'est un service qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Qui exécute en fait un virement en seulement 10 secondes. On en a parlé un peu plus tôt, malgré sa rapidité et son accessibilité, il reste encore sous-utilisé en Europe. Et depuis le 9 janvier, il y a une nouvelle réglementation du Parlement européen qui impose en fait la gratuité de l'émission d'un virement instantané. Jusqu'ici, ce service était généralement facturé 1 euro par transaction. Désormais, ce n'est plus le cas. Et en fait, l'objectif est assez clair pour ce genre de service, c'est de pouvoir démocratiser l'usage du paiement instantané, de l'aligner en fait sur le modèle des virements traditionnels. Et dans les faits, aujourd'hui, il y a seulement moins de 1% en fait des paiements SEPA qui sont réalisés en instantané aujourd'hui. Donc, tu vois, on voit encore l'enjeu en fait de l'évangélisation et on en a parlé avec Wero. C'est une initiative qui est prometteuse, mais qui pourrait enfin faire décoller en fait aussi le paiement en temps réel. Pourquoi les banques faisaient payer ce service-là? On peut en parler, comme ça me permettra aussi de retomber sur la fraude par la suite et comment fonctionne réellement ce moyen de paiement-là. Elles ont souvent mis en avant le coût de développement, la mise en place en fait des infrastructures techniques. Pourtant, les estimations montrent que l'émission et la réception d'un virement instantané coûtent à peine 0,002 euros par transaction, ce qui est très faible, ce qui fait qu'ils ont un retour d'investissement hyper conséquent par rapport à la réalité de coût qu'il peut y avoir. Après, il y a aussi je pense que si les clients n'utilisent pas massivement ce service, il peut difficilement devenir rentable. Et le paiement instantané a en tout cas une vraie valeur ajoutée et il pourrait être mieux commercialisé en tout cas, notamment en l'intégrant dans des offres packagées sur d'autres services financiers pour les entreprises, etc., etc. Maintenant, pour pouvoir bien comprendre en fait comment fonctionne, on va dire, le système de fraude en fait sur du paiement instantané, qui n'a en fait rien à voir par rapport à la monétique, il faut comprendre en fait la chaîne de valeur et comment en fait fonctionne le paiement instantané. Comment ça marche et comment en fait on gère la fraude dessus. Quand tu vas initier en fait le paiement, tout commence lorsque un payeur lance un paiement depuis son application bancaire ou via une plateforme en ligne. Il renseigne en fait les informations essentielles, l'IBAN en fait du bénéficiaire, le montant à transférer et toutes références qui peuvent être utiles. Là, pareil, tu as un enjeu en fait de validation et d'autorisation. Ici, en fait, c'est la banque du payeur qui joue un rôle clé. Elle va en fait vérifier la disponibilité des fonds, appliquer en fait les contrôles anti-fraude et s'assure en fait que tout est conforme aux réglementations. Aujourd'hui, en fait, seule la banque en fait du payeur est responsable en fait de cette analyse. Après, avec l'évolution en fait de la réglementation, et je pense notamment à la DSP3, donc la directive sur les services de paiement, et le PSR 3, en fait, les banques aussi qui vont recevoir en fait le virement à l'avenir devront aussi partager en fait la responsabilité sur la fraude à hauteur de 50-50. Et en fait, pour limiter les risques, plein de dispositifs qui ont déjà été mis en place. Il y a la confirmation en fait du bénéficiaire, ce qu'on appelle le COP. En fait, le consommateur peut vérifier en fait le nom du bénéficiaire par rapport au numéro de compte avant d'autoriser en fait le paiement. Il y a des contrôles en fait similaires qui sont désormais introduits dans l'Union européenne, notamment aussi via la vérification du bénéficiaire, donc le VOP, et la confirmation en fait du nom IBAN pour les paiements nationaux et transfrontaliers en fait au sein de l'Union européenne. Il existe aussi des modèles de détection de fraude multicouches qui peuvent en fait aider en fait à identifier les fraudeurs en accumulant en fait de la donnée, donc de l'adresse IP, de la géolocalisation liée à l'appareil, à la couche d'application, sur quel navigateur web tu vas utiliser, mais tu as aussi le compte bancaire et la carte en fait pendant le parcours d'initiation en fait du paiement instantané qui sont aussi pris en compte. Et en fait, les anomalies agrégées dans chaque couche peuvent en fait aider à détecter la fraude avant même que le paiement ne soit soumis en fait par un criminel, ou dans tel cas, le paiement instantané pourrait être bloqué. Et c'est en fait à ce moment-là que tu as une transmission en fait du paiement. Une fois autorisé, en fait, la banque du payeur envoie les instructions en fait du paiement à ce qu'on appelle un mécanisme de compensation et de règlement en fait des paiements instantanés SEPA, donc un CSM, qui sont souvent en fait les banques.
Et cette étape, en fait, est généralement gérée par des chambres en fait de compensation automatisées, ce qu'on appelle des ACH, qu'on appelle TIPS en Europe, donc qui est en lien en tout cas avec le SEPA, donc Target Instant Payment Settlement en Europe. En fait, l'idée de la compensation et du règlement, le CSM, donc la banque du payeur et la banque Acceptis, facilite en fait la compensation et le règlement en fait immédiat en fait du paiement entre les deux banques, la banque du payeur et la banque bénéficiaire. Et ce processus en fait a été conçu pour s'effectuer en quelques secondes. Pareil pour la disponibilité des fonds. En fait, la banque du bénéficiaire reçoit les instructions en fait du paiement, crédite immédiatement en fait le compte du bénéficiaire et met les fonds en fait à disposition sans délai. Et derrière, tu as les notifications, comme pour la carte, qui apparaissent en disant j'ai bien reçu le paiement de mon ami X qui me l'a envoyé il y a 10 secondes. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. La différence par rapport aux cartes, c'est que le paiement instantané, la fraude va s'appliquer au moment de l'émission. Alors que dans le cas de la monétique, elle s'applique au moment en fait de l'acquisition, quand on reçoit en fait la demande. Donc en fait, c'est un contraste en fait dans les deux systèmes de paiement qui font qu'en fait, il y a une démarche proactive dans l'un, alors que l'autre a plus une démarche réactive par rapport à son système. Très clair, Nicolas, je te remercie. Alors, malheureusement, le temps passe vite, donc il faut qu'on avance. Le monde des paiements, c'est extrêmement vaste pour qu'on refasse un autre épisode. Parce qu'il faut qu'on parle de LinkedIn et puis après de Rolling Funds. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu es très actif sur LinkedIn, donc pour ceux qui ne te suivent pas déjà ou qui ne connaissent pas ton contenu, je leur recommande fortement et je mettrai en description le lien vers ton profil en description du podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es sur LinkedIn, qu'est-ce que tu y fais, qu'est-ce que tu proposes? C'est le fruit d'un travail de fond qui est initié maintenant depuis plusieurs années, qui va combiner de l'expertise, de la régularité, mais aussi une vraie discipline dans ma manière en fait de partager du contenu, en tout cas avec l'audience qui me suit. En fait, tout a commencé lorsque je travaillais donc dans le conseil des paiements. L'un de mes premiers objectifs en fait était d'aider en fait le département veille qu'on avait en fait à mieux communiquer sur l'actualité fintech, notamment mettre en avant l'offre d'actualité du cabinet. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé en fait à m'intéresser aux journalistes, aux figures clés en fait de l'industrie, comment ils communiquent, quelles idées ils transmettent et surtout comment ils les formulent pour pouvoir capter en fait l'attention. Et puis j'ai aussi pris du recul sur ma propre consommation en fait de contenu sur LinkedIn. Qu'est-ce qui capte en fait vraiment mon attention quand je scrolle? On a tous en fait une manière différente d'absorber l'information en fait au quotidien, et comprendre en fait ces dynamiques m'a permis en fait d'affiner aussi ma propre approche. Et c'est à ce moment-là que moi personnellement je réalise une chose essentielle, c'est que sur LinkedIn, les utilisateurs consomment en fait très facilement du contenu visuel, structuré et riche en fait en informations, qui leur permet en fait de comprendre rapidement un sujet. Et la clé, c'était donc de partir en fait d'une infographie impactante ou d'en concevoir une, puis en fait de l'accompagner en fait d'un contenu écrit qui vient en fait l'enrichir et lui donner du contexte. J'ai alors commencé à publier 1 ou 2 infographies par semaine. Et comme je l'avais en fait anticipé, l'engagement, les connexions en fait sur mon profil ont rapidement en fait augmenté. Et progressivement, je suis passé à 3, puis 4 et puis 5 infographies par semaine. Et c'est maintenant devenu une routine depuis maintenant 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, pourquoi je communique autant? Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est une question de développement personnel. Je pense que comprendre la finance et la fintech demande en fait un apprentissage qui est constant. Et partager du contenu, c'est aussi une conséquence, on va dire, naturelle de ce travail d'analyse et de recherche. Cela en fait m'oblige en fait à creuser des sujets variés, à structurer ma pensée et en fait à rester toujours en fait à jour sur les tendances du marché. La deuxième raison, c'est le networking. Je pense qu'en communiquant régulièrement, tu tisses en fait un réseau de connexions stratégiques avec des marketeurs, des fondateurs, d'autres influenceurs de la fintech, des passionnés du secteur. Ça permet aussi d'échanger des idées, d'explorer de nouvelles perspectives, de créer aussi des synergies professionnelles. Et puis, il y a surtout une troisième raison, c'est l'impact business. En fait, la communication ouvre des portes, des opportunités professionnelles, des collaborations stratégiques et même la génération de leads concrets pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Je pense notamment à quand j'étais chez Scalit. Moi, ma communication sur LinkedIn a directement en fait généré des opportunités business significatives. Et ça a un impact en fait énorme, surtout lorsqu'elles aboutissent en fait à une contractualisation derrière. Donc, au final, on peut presque voir ça comme un sorte de side business. En fait, communiquer est un levier puissant et ça demande aussi de la patience, de la constance. Alors, ça demande beaucoup d'organisation aussi, de veille. Et justement, comment tu t'organises? Parce que tout ce que tu as dit, je partage évidemment beaucoup de choses. Je pense que c'est extrêmement intéressant et
est pertinent. Et en termes pratiques, comment tu fais pour produire un post tous les jours? C'est une grosse question d'organisation, de veille et de rigueur. Déjà, j'ai envie de dire que le plus gros du travail, c'est cette veille un peu stratégique. C'est-à-dire, il y a un suivi de l'actualité via LinkedIn, via des mots-clés Google, une analyse en fait des tendances des derniers jours. Tu as aussi l'identification des acteurs clés, des entreprises, des influenceurs qui partagent aussi des insights et des infographies ou même des livres blancs ou d'autres informations. Et se tenir en fait connecté à eux pour pouvoir en fait récupérer aussi les informations en temps réel, ça demande du temps, de la méthodologie et beaucoup de lecture. Donc, et puis ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire que je peux facilement passer 2-3 heures par jour en fait à lire en fait les informations avant de décider potentiellement quel contenu je veux créer. Il y a des contenus qui sont créés de A à Z. Il y a certaines infographies, je les produis moi-même et là, c'est un vrai travail d'analyse, de marché, de faire des benchmarks, des interviews, des études, croiser aussi les sources, des fois. Et poster tous les jours, c'est pas juste publier pour publier, c'est essayer d'avoir une structure, une démarche, être en permanence à l'affût des tendances et s'assurer en fait que chaque contenu apporte surtout une vraie valeur ajoutée. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, ça prend du temps, pas mal de lecture et puis un engagement en fait à concevoir en fait ces posts-là, des fois la veille pour le lendemain ou même des fois le matin même avant de l'envoyer. Ah, tu fais ça, toi? Oui, ça peut m'arriver. Mais comme des fois, je peux aussi avoir 3-4 posts en avance et ça me permet aussi de programmer, on va dire, et d'être un peu plus libre d'esprit, si je peux utiliser ce terme. Très bien, je comprends tout à fait, je programme tout pour ma part. Est-ce que tu aurais un conseil? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, de personnes autour de moi qui me parlent de LinkedIn et qui aimeraient se lancer et qui n'osent pas forcément, qui ne savent pas par où commencer et qui voient sur LinkedIn justement des comptes comme le tien ou ceux d'autres avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de contenu, beaucoup de qualité et qui se disent, bah voilà, moi j'ai jamais fait et qui ont un petit peu peur. Quel conseil tu donnerais à ces personnes? Alors, j'ai eu aussi ce syndrome-là personnellement quand j'ai commencé. C'est rassurant déjà. Il faut juste oser. En fait, c'est souvent l'hésitation qui fait plus perdre du temps que l'erreur en elle-même. Je pense que chaque échec apparent est aussi en fait une réalité en fait d'un apprentissage un peu déguisé. Et je pense qu'il faut expérimenter et puis il faut progresser aussi pour trouver aussi la tonalité, la manière dont on a aussi envie de raconter une histoire ou les informations qu'on veut partager. Je pense qu'il faut au début, j'ai commencé avec 0 comme tout le monde, donc s'il y a un contenu qui vous intéresse et que vous voulez partager à votre audience, faites-le. S'il y a une redondance aussi dans la typologie d'informations que vous voulez partager, ça veut dire que là, maintenant, vous avez un segment sur lequel vous pouvez vous insérer aussi en termes de communication. Tout ça, ça dépend aussi de qui vous êtes, quelle information vous voulez partager et est-ce qu'en fait, il y a de la récurrence sur laquelle vous pouvez en fait, communiquer assez régulièrement. Donc moi, c'est ça le conseil que je donnerais, oser et en fait, au fur et à mesure, je pense que, ça va s'éclaircir pour vous et vous allez en fait comprendre concrètement sur quoi vous pouvez vous positionner et sur quoi vous pouvez communiquer. Et un point qui paraît peut-être évident, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde, c'est poster sur quelque chose qui vous plaît fondamentalement. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, et on le voit à travers toutes les explications que tu as pu nous le donner, c'est un sujet de fond qui t'intéresse, quoi. Donc, si vous voulez faire quelque chose de régulier, que ça ne vous intéresse pas, c'est sûr à 99% qu'à un moment donné, vous allez vous arrêter parce que ça va saouler, parce que vous n'allez pas prioriser ça, etc. Et je pense aussi que ça se perçoit quand quelqu'un est passionné par son sujet, vraiment investi profondément, ça se voit finalement dans le résultat final. Exactement. Très bien. Dernière partie de notre échange avant les questions finales que je pose à tous les invités. Est-ce que tu peux, alors tu as commencé un petit peu à l'évoquer, nous expliquer des services qui sont proposés par ta société Rolling Funds, avec qui vous travaillez, qu'est-ce que vous proposez? Alors Rolling Funds, on a le souhait en fait de vouloir transformer en fait l'expérience d'achat, alors des entreprises, surtout des TPE, PME, en levier de croissance pour des entreprises B2B qui sont plus des distributeurs ou des vendeurs. Aujourd'hui, on opère surtout en France et au Benelux, donc Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. On travaille notamment avec des entreprises mondiales et des leaders régionaux dans les secteurs de l'assurance, du commerce de détail et la négoce en fait des matériaux de construction. En fait, nous, on a conçu une expérience en fait de financement ou de délai de paiement en fonction de comment on se positionne par rapport à ça, qui permet en fait à des TPE, PME d'acheter en fait du matériel et des services auprès d'un distributeur. Au moment de l'achat, nous en fait, on permet à cette TPE-là de pouvoir en fait échelonner en fait sa transaction, que ce soit à 30 jours, 60 jours, 90 jours, 180 jours, en 3 fois, en 6 fois, en fonction en fait de ces enjeux de trésorerie.
Et nous, en fait, pendant ce temps-là, on envoie en fait l'intégralité en fait de la transaction au distributeur et au vendeur en question. Et en fait, on s'assure pendant la période qui a été définie en fait avec la TPE-PME de pouvoir en fait réaliser le recouvrement et la gestion des risques pour s'assurer en fait qu'on récupérera en fait les fonds qui ont été engagés. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'acheteur, il y a un décalage de trésorerie qui lui permet en fait de rentrer en fait du chiffre d'affaires pour pouvoir en fait à un moment donné payer pour les achats qu'il a réalisés. Et pour l'entreprise, on va dire distributrice ou vendeuse, c'est un enjeu, on va dire, de cash flow très important puisque là, ça lui permet en fait d'obtenir l'intégralité en fait du paiement de la facture ou de l'achat qui a été effectué tout de suite. Et donc, il n'y a plus autant de décalage de trésorerie comme a pu exister à un certain temps où on proposait des délais de paiement à 30, 45 ou 60 jours. Tu as des très grands groupes qui se retrouvent en fait avec des décalages de trésorerie de 7, 8, 10, 15 millions en fait d'euros qui ont une conséquence assez importante dans leur quotidien en termes de gestion. Et donc en fait, dans cette expérience qu'on a élaborée, on l'a élaboré sous deux aspects. Dans un premier temps, ce que nous on appelle du KYB, donc du Know Your Business, qui vise en fait à identifier les TPE, PME qui veulent, on va dire, souscrire en fait à ce service de financement ou de délai de paiement. Et en fait, notre solution, elle, va s'intégrer complètement en fait dans l'expérience client, où il n'y a pas de refonte technique complexe, mais l'idée, c'est qu'on puisse la paramétrer par rapport aux spécificités métiers et à la politique commerciale du distributeur et du vendeur, pour en fait déterminer si la TPE ou PME en question est en mesure, oui ou non, en fait, de pouvoir en fait obtenir ce financement-là ou ce délai de paiement-là. L'objectif en fait est clair, c'est minimiser les risques opérationnels tout en optimisant aussi les enjeux de conformité que peuvent avoir certains. Et donc en fait, l'élément clé pour pouvoir en fait prendre la décision pour nous de savoir si cette entreprise, cette TPE mérite en fait de pouvoir obtenir un financement, c'est la donnée, et elle est au cœur en fait, que ce soit de notre solution de KYB, mais aussi de notre solution en fait de paiement différé. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux solutions sont étroitement connectées et permet en fait un échange constant en fait d'informations qui va venir en fait évaluer les risques et optimiser en fait la capacité de financement. Et donc en fait, on a développé un scoring de pointe qui permet en fait d'identifier, de faire un profilage en fait de toutes les TPE, PME françaises, mais aussi à l'international, où chaque nouvelle information vient enrichir en fait déjà nos plus de 400 points de données exclusifs et qui va permettre en fait d'être hyper précis et performant. Nous, aujourd'hui, en fait, on récupère 3 niveaux de données assez importants. On va avoir les données de l'entreprise, souvent des données publiques, ancienneté, statut juridique, historique financier. Donc, l'INSEE, l'INPI, même des acteurs comme Papers, où on récupère en fait toutes ces informations-là. On va avoir aussi des données, on va dire, transactionnelles, notamment via l'open banking et potentiellement FIDA qui va aussi arriver dans les prochains mois, où là, on va récupérer toutes les informations, j'ai envie de dire, de compte ou l'historique des 3 ou des 6 derniers mois en fait, de l'entreprise. Puis, on a aussi les données en fait, du partenaire, donc du distributeur et du vendeur, qui nous donnent aussi tout un historique en fait, sur les TPE, PME qu'ils peuvent avoir. Et en fait, grâce à cette approche, on a aujourd'hui un KYB qui est ultra complet, qui facilite l'onboarding, qui renforce aussi la conformité réglementaire, favorise en fait les relations commerciales qui deviennent beaucoup plus saines entre le distributeur et sa clientèle professionnelle. Et en fait, ces mêmes données vont venir aussi alimenter en fait notre offre de paiement différé, donc de PNBL B2B, où en fait en quelques secondes seulement, on va être capable vraiment d'évaluer le risque de crédit et d'établir en fait des niveaux de risque précis pour chaque TPE, PME ou chaque, on va dire, acteur en fait de cette cliente professionnelle. En clair, en fait, on transforme la donnée en un véritable levier en fait de financement et de croissance. Et donc, quand on en vient en fait sur notre solution, on va dire un peu plus de paiement différé ou de financement, nous, l'idée en fait, c'est de générer des revenus supplémentaires à l'entreprise distributrice et vendeuse qui va en fait proposer ces délais de paiement-là. Et donc, l'idée, c'est de proposer en fait une expérience fluide, sans friction, où l'idée, c'est juste avec un numéro de sirène de pouvoir récupérer aussi toutes les informations nécessaires sur l'entreprise. Ça va être aussi de déterminer rapidement une validation d'identité avec l'entreprise, puisqu'en effet, on récupère les informations sur l'entreprise, mais il faut forcément qu'il y ait ce qu'on appelle un bénéficiaire effectif ou un dirigeant qui confirme qu'il est bien l'un des dirigeants ou l'un des bénéficiaires de l'entreprise. On a un scoring qui va aussi définir la limite en fait de financement, puisque nous, aujourd'hui, la limite de financement qu'on apporte, c'est de pouvoir donner en fait une ligne de 2 000, 5 000 ou 10 000 euros en fait à la TPE-PME pour qu'elle puisse revenir, que ce soit en magasin ou en ligne, le plus souvent possible, sans qu'il y ait tous ces contrôles qu'on effectue en fait à chaque transaction. Et puis, comme j'ai dit, il y a aussi ces conditions de paiement qu'on fournit sur plusieurs mois, qui ont un réel intérêt. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est à quel enjeu en fait on veut répondre.
On cherche surtout vraiment à diversifier les moyens de paiement proposés aux clients professionnels. On veut simplifier et sécuriser les délais de paiement grâce à notre technologie de KYB qui réduit considérablement en fait les risques d'impayés. On veut surtout accélérer le cycle order to cash, où l'idée c'est vraiment de proposer un règlement instantané ou à J+1 au lieu d'avoir des délais de paiement à 25 ou 30 jours quand on utilise un acteur de la facturage classique. Et puis surtout booster en fait les ventes et les conversions. On a un exemple, on va dire concret, parce qu'on travaille avec une filiale de Saint-Gobain qui s'appelle la plateforme du bâtiment, où aujourd'hui leurs clients qui utilisent notre solution l'utilisent jusqu'à 75 fois par an pour acheter du matériel de construction. Donc ça montre en fait à quel point notre solution en fait s'intègre aussi dans leur quotidien, devient en fait un outil de financement clé. Et donc aujourd'hui chez Rolling Funds, on a des ambitions qui sont fortes. On veut moderniser en fait en profondeur les solutions d'affacturage en exploitant la donnée publique et l'open banking. Et notre stratégie se concentre sur plusieurs secteurs. Le premier, la négoce des matériaux de construction, en essayant en fait d'aider ces acteurs à réduire leurs coûts, à augmenter leur panier moyen et à offrir en fait une expérience omnicanal fluide. Puis on commence aussi à travailler de plus en plus avec des retailers, des marketplaces B2B, qui cherchent en fait une gestion optimisée de leur trésorerie et un service en fait ultra réactif, avec souvent des paiements réactifs en moins de 24 heures et une meilleure gestion des risques. Mais nous, notre vision, elle est encore beaucoup plus large. On a cette ambition en fait de permettre à toutes les entreprises B2B qui ont en tout cas une clientèle professionnelle d'adopter en fait nos solutions en leur offrant en fait une externalisation complète du service de financement, mais surtout de proposer en fait des délais de paiement qui vont au-delà de 60 jours, puisqu'aujourd'hui ils sont encadrés par la loi LME, qui empêche en effet de proposer des délais de paiement à plus de 45 et 60 jours. Nous, l'idée, c'est d'aller au-delà de ça, d'aller à 90, à 180 jours, tout en enrichissant en fait en continu les données que peuvent avoir en fait ces distributeurs et ces vendeurs-là en fait sur leurs clients professionnels. Très clair. Si je suis dirigeant d'entreprise et que je suis intéressé par ce service, comment est-ce que je peux vous contacter? Je vais sur le site, je te contacte sur LinkedIn du coup, comment je peux faire? C'est exactement ça. C'est soit on nous contacte directement sur notre site internet Rolling Funds. En effet, il y a une rubrique nous contacter, n'hésitez pas, ou sinon directement sur LinkedIn, que ce soit sur notre page d'entreprise ou directement sur mon profil LinkedIn, Nicolas Pinto. Et on sera ravis en tout cas d'échanger avec ces personnes. Parfait, donc je mettrai tous les liens en description. 3 dernières questions pour clôturer ce podcast, Nicolas, qui a été très riche. La première, est-ce que tu peux me recommander un livre qui t'a inspiré en finance? C'est toujours une bonne question ça. L'un des livres, Faut en choisir, faut choisir un seul. C'est comme pour les speed questions, faut faire un choix. ouais, alors j'en ai plusieurs. En plus, j'en ai plusieurs en tête. Je recommanderais particulièrement, alors ça en anglais, c'est Banks and Fintech on Platform Economies de Paolo Cironi, qui est une personne, on va dire, assez connue chez IBM. L'objectif en fait du livre est d'aider en fait les institutions financières à changer de paradigme. Plutôt que de se focaliser uniquement sur leurs produits, elles doivent se concentrer en fait sur les résultats et la valeur qu'elles apportent à leurs clients. Et en fait, l'auteur explique en fait comment les banques peuvent évoluer pour devenir en fait déjà de véritables plateformes technologiques, parce que c'est l'intérêt, intégrées au sein d'un écosystème où elles sélectionnent et orchestrent en fait les meilleures briques technologiques afin de mieux servir leurs clients. Et en fait, cette transformation, elle est en partie essentielle, que ce soit, j'ai envie de dire, surtout pour rester compétitif dans un secteur qui est aujourd'hui en constante mutation, notamment dans l'industrie des services financiers. Très bien, je vais l'ajouter à ma bibliothèque parce que je n'avais pas la ref. Deuxième question, quel conseil tu donnerais au Nicolas d'il y a 10 ans? Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu te dirais? Déjà, on peut remonter sur le conseil par rapport à LinkedIn, oser plus et surtout plus tôt. Ça déjà, on peut le remettre sur cette question-là. Ce que je peux dire de plus, construire aussi son réseau intelligemment. Je pense que les opportunités viennent souvent des relations qu'on tisse et certaines portes ne s'ouvrent que grâce à des bonnes connexions. Donc prendre le temps de créer aussi des liens sincères peut vraiment faire toute une différence, notamment dans, on va dire, la carrière professionnelle qu'on souhaite avoir.
Et puis, j'ai aussi envie de dire que, à mon moi du plus jeune, de ne jamais négliger sa santé, physique comme mentale. Je pense qu'on a tendance aussi à la mettre de côté quand on est concentré un peu sur les ambitions qu'on peut avoir. Je pense que le corps et l'esprit sont nos meilleurs alliés et sans eux, même les plus grands projets peuvent s'effondrer. Alors, prendre soin de soi et avancer avec confiance, je dirais. Très bon tips. Ça m'amène à la dernière question. Est-ce que tu peux me recommander un expert de la finance que je devrais absolument inviter dans le podcast? Florian Grelot, qui est funding partner d'Astoria VC. Alors en plus, ça va permettre, je ne sais pas si tu as déjà traité des sujets d'assurance. Pas encore, mais j'aimerais bien faire un épisode un petit peu hors série Inside Banking sur l'assurance, que c'est cousin avec la banque. Exactement. Alors c'est aussi un très grand influenceur dans la fintech alors lui et surtout dans l'assurance précisément. Je trouve qu'il a des contenus intéressants. Il a d'excellents points de vue, notamment sur tout ce qui est la transformation de l'industrie assurantielle, avec 2 enjeux, on va dire, assez forts. Il y a FIDA d'un point de vue réglementaire, puis il y a surtout l'open insurance, ce qu'on a connu avec l'open banking, mais côté assurance, j'ai envie de dire. Mais c'est une personne intéressante qui, en plus, maîtrise très bien, on va dire, les tenants et aboutissants du podcast et de la communication. Et je trouve que c'est toujours une personne intéressante à écouter, notamment sur ces enjeux-là. Très bien, bah écoute, je te remercie pour la reco. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais partager ou un sujet qu'on n'a pas évoqué et que tu voulais discuter avant la fin du podcast? Non, c'est plutôt clair. Est-ce que c'est plutôt toi? Est-ce que tu as une dernière question? Non, tout est bon pour moi. Voilà, je t'ai dit, il y a eu beaucoup de sujets. Je pense qu'il faudra refaire un épisode sur les paiements. Donc, on verra si tu veux bien revenir ou s'il faut que je trouve un nouvel interlocuteur. Mais il y a encore beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Oui, il y a plein de sujets. C'est vrai qu'on aurait pu creuser les sujets liés au close loop avec des acteurs comme WeChat, Alipay. Mais il y a aussi tout ce qui est Bitcoin, crypto et blockchain qui méritent pour moi concrètement un sujet, j'ai envie de dire, peut-être de plus d'1 heure à pouvoir discuter avec un interlocuteur approprié. Exactement. Je vais faire venir quelqu'un sur le Bitcoin dans peu de temps. Voilà, je suis un peu de teasing. C'est parfait. Tu me fais la transition. Écoute, Nicolas, il me reste plus qu'à te remercier. Merci beaucoup pour ton temps. C'était super enrichissant. Et j'espère que ça va vous plaire. Merci à tous. Salut, Nicolas. Merci infiniment, Richard, et j'espère que les auditeurs ont pu apprécier ce moment. Merci. Ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu fais partie de mes plus fidèles auditeurs. Alors je te dis un grand merci. Avant de partir, je te donne 2 to-do. D'abord, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un avis 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast et à te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Ensuite, partage cet épisode à au moins 3 personnes de ton entourage qui sont intéressées par le monde de la finance ou qui ont besoin de s'y intéresser pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour me contacter et accéder à encore plus de contenu, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Je publie chaque semaine 2 posts qui décryptent l'actualité financière. Tu peux aussi t'abonner gratuitement à ma newsletter mensuelle publiée sur Kessel Media. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.